Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, nous avons Monsieur Abbas Gadar qui nous présente donc son sujet de travail, de recherche. Abbas a fini sa maîtrise et son doctorat à l'Université de Montréal dans le groupe Rally, donc dirigé par Philippe Langlais, le professeur Philippe Langlais à l'UDM. Donc il a fini son doctorat en 2020. Et depuis, il est chercheur senior à Huawei, une compagnie basée à Montréal et qui travaille en intelligence artificielle et en NLP, ou traitement automatique du langage naturel. Donc, Abbas est spécialisé en NLP et le sujet de sa présentation aujourd'hui est lié à la reconnaissance des entités nommées en utilisant des techniques deep learning pour améliorer l'efficacité. Donc, je laisse Abbas présenter et juste pour information, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en levant la main directement lorsque vous les avez. Sinon, vous les écrivez dans le chat. Voilà, merci. Et donc, je donne la parole à Abbas. Merci pour l'intro, Fatiha. Je vais juste partager mon écran. OK. C'est bien, vous voyez les slides? Oui, parfait. Très bien. Okay. Merci. OK. Donc, OK. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à cette présentation-là. Donc, aujourd'hui, je présenterai notre travail intitulé Context Aware Adversarial Training for Name Regularity Bias and Name Identity Recognition. C'est un long titre, en fait, mais comment dirais-je ça, en fait? Mais en fait, c'est en gros basé sur comment améliorer la robustesse des entités nommées contre un biais spécifique qu'on parlerait durant cette présentation-là. Ce travail-là a été fait en collaboration avec le professeur Philippe Langlais, qui, comme Fatiha a mentionné, c'était mon directeur de recherche durant la thèse. Et après ça, il a dû rejoindre Huawei comme un consultant au même moment quand j'ai commencé mon travail à Huawei comme un chercheur. Donc, on a fait ce travail-là comme une collaboration et moi, je le considérais plus comme une continuation de ma thèse, en fait, à Huawei. En plus, ce travail-là s'était fait en collaboration avec mes collègues à Huawei, Ahmad et Mehdi. On a publié cet article-là dans le journal Tackle en 2021. OK. D'abord, j'introduiserai rapidement les concepts liés à la reconnaissance des entités nommées. Après ça, je présenterai notre effort je présenterai d'abord c'est quoi le biais name regularity ou régularité des mots. Je présenterai nos efforts pour comment d'abord diagnostiquer ce biais. Après ça, les méthodes qu'on a proposées pour mitiguer le biais. Et à la fin, je terminerai par la conclusion et des ouvertures vers des travaux futurs. OK, donc d'abord une petite intro pour le NER. Donc, pour les gens qui ne savent pas, la reconnaissance des entités nommées consiste à d'abord identifier les mentions textuelles, la segmentation. Par exemple, étant donné une phrase comme celle-ci, le but c'est d'extraire que Ranger c'est une entité, Price c'est une entité, Stanley Cup c'est une entité et New York c'est une entité. Et la deuxième partie de la tâche consiste à catégoriser selon un schéma d'annotation prédéfini. Prenons un exemple où on a 4 entités. C'est de classifier de mapper chaque entité à sa classe. Par exemple, c'est d'identifier Ranger comme organisation, Price comme étant une personne, New York comme une ville. Ici, syndicat, on va la mapper vers une Scalanos ou quelque chose comme une entité, mais ce n'est pas d'une de ces trois en fait. La tâche d'entité nommée est connue dans la littérature d'être formalisée comme une tâche séquentielle. D'abord, chaque mot en entrée, en fait, prenons cette phrase-là en exemple, John était né à Montréal, donc chaque mot est mappé vers un ensemble de traits. Après ça, ces traits-là sont passés à un encodeur de séquence qui pourrait être simplement comme les méthodes anciennes, comme un SVM, un CRF, un perceptron,
ou comme les méthodes DEEPS pour être un encodeur LSTM, CNN ou Transformer. Après ça, ce encodeur-là va nous permettre à décoder une étiquette pour chaque mot, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque mot en entrée, le but, c'est de prédire une étiquette qui détermine la classe du mot. Par exemple, ici, John, on va identifier John comme une personne, Montréal comme disons, un endroit, location. Et on va utiliser un schéma d'annotation comme B, c'est le beginning of an entity. Et il y aura le I comme intermédiaire d'une entity. Et après ça, le O, c'est comme est-ce que ce mot-là, c'est à l'extérieur d'une entité, en fait. On avait dans l'état de l'art, en fait, deux approches. La première approche qui s'appelle feature-based. Donc, c'est un peu les approches qui étaient avant 2013, en fait, avant que le deep learning sorte. Donc, ces approches-là, en couche d'entrée, ils essaient de mapper les mots avec un ensemble de traits comme les embeddings word-to-vec, les embeddings contextuels éléments, des traits comment dire ça, en fait, le type de mot, en fait, disons, est-ce que le mot commence par une capitale, est-ce qu'il est tout en capitale, est-ce que c'est un chiffre, etc. En plus, avec des caractères, les caractères qui représentent les mots, ou bien des autres features comme les préfixes et les suffixes. Après ça, l'encodeur, c'est notamment, vous le trouvez dans la littérature, 2 à 3 couches d'un LSTM qui est entraîné du scratch. Après ça, pour décoder la séquence, on utilisera un CRF en fait, qui considère un CRF autorégressif qui considère la relation entre les différents tags. Et après que Bird il a sorti durant les dernières 3 ans, en fait, les gens ont essayé de bouger vers des approches qui s'appellent fine-tuning pour cette tâche-là. Donc, la tâche consiste d'abord à pré-entraîner un transformer en fait sur une tâche non supervisée comme MLM, comme le BERT il le fait. Après ça, d'essayer de fine-tuner le modèle sur les données d'entités nommées en fait, en mettant un CRF ou bien un softmax au-dessus de ce modèle-là en fait. Pour l'évaluation, en fait, il y a 2 jeux de données qui sont considérés comme des benchmarks standards dans la littérature, en fait, pour que les gens ils comparent leur système. Ce sont notamment Connell et Antonot. Ce sont en anglais, en fait. Ils sont construits d'après des articles de presse de nouvelles sportives et politiques. Donc, comme vous voyez ici, Connell, elle est presque 4 fois plus petit en comparant avec Antonov en termes de taille, en fait, le nombre d'entités qui existent dans ce jeu de données-là. Et en plus, en nombre de combien de classes d'entités elle contient, en fait. Donc, Connell considère seulement des 4 classes, Antonov considère les 18 classes, en fait. Et un peu, on utilisera ces jeux de données durant notre travail, en fait, pour développer notre méthode et diagnostiquer ce biais. Et pour l'évaluation, en fait, souvent, les gens utilisent le score F1 pour évaluer les modèles. Et un système est récompensé si tous les tags d'entités sont prédits correctement, dans le sens, étant donné l'entité Université de Montréal, et le gold tag, ça sera comme organisation, comme l'université, c'est le début de l'organisation, et of Montréal, ce sont des mots intermédiaires dans la même entité. Donc, si le système produit le gold correctement, il reçoit un seul point. Mais s'il fait une erreur, disons, avec un seul tag de l'entité, en fait, il reçoit 0, en fait. Donc, c'est ce qui est appelé donc, le F1 score at mention level, en fait, dans la littérature, et c'est celui-ci qui est souvent utilisé pour l'évaluation. OK, maintenant, commençons pour savoir c'est quoi le biais de non-régularité, en fait. Donc, le but de ce projet-là, c'était d'étudier, en fait, la robustesse des systèmes d'entités nommées, état de l'art, en fait, contre ce biais-là. Donc, c'est vraiment le biais qui est causé par la régularité des mots, en fait. Donc, et en gros, l'idée, c'est que dans la plupart des cas,
Le nom d'une entité est un indicateur fort de son type. Par exemple, les mots comme Canada, Chine, Montréal sont plus souvent utilisés dans l'article pour référer à la location, en fait, ou à un endroit. Pareil pour des mots comme Huawei, Google, Facebook, qui sont probablement souvent utilisés pour référer à l'organisation, et des mots comme John ou Michael, qui est utilisé comme nom de personne, en fait. Donc, un modèle, dans notre cas, il est considéré biaisé si il s'appuie sur le signal qui vient du nom de l'entité et il ne tient pas compte de l'information dans le contexte local. Prenons cette phrase-là en exemple qu'on a extrait de Wikipédia, comme Diol is a town in Buran County. Donc, ici, dans ce cas-là, on a que le nom de personne. Ici, Diol, c'est une forte indication que c'est une personne, en fait. Donc, si on prend ce nom-là tout seul. Mais si on regarde le contexte ici, on pourrait voir que Is Town est un indicateur tellement fort que cette entité-là, elle devrait être étiquetée comme une location. Ce que nous, on a trouvé en fait en évaluant les systèmes établis, que la majorité des systèmes, quand ils vont prédire que cette entité-là, c'est une personne, ils vont complètement négliger le fait de ce contexte local. Donc, le grand objectif de ce projet-là, c'était vraiment d'essayer que si le modèle néglige le contexte, comme ils font dans la première figure, c'est d'essayer vraiment d'abord de mesurer jusqu'à quel point ils sont biaisés et en plus de proposer des solutions pour réduire ce biais. Donc, autrement dit, on veut que les modèles biaisés soient capables de prédire ici duals sont comme une location en fait en prenant le contexte en considération, ce n'est pas juste le nom de personne. Donc, est-ce que c'est clair pour l'instant? Est-ce qu'il y a personne qui a des questions en fait ou je continue? Je pense oui, c'est clair. Et donc, le biais est lié à l'ambiguïté des entités nommées. Ah non, le biais, il est lié plus que le fait que les systèmes, ils concentrent seulement sur les traits qui viennent des mots, en fait, mais ils ne regardent pas de contexte. Donc ici, le biais, il vient que l'entité, elle est, dans ce contexte-là, elle est ambiguë, mais ici, avec le contexte local ici, elle ne devrait pas être ambiguë dans le sens où, comment dirais-je ça, en fait, si le modèle regarde le contexte, l'entité ne sera pas ambiguë. OK, parfait. Juste une question peut-être. Comment vous contextualisez, comment est-ce que la recherche tient compte à un certain moment du transformer? J'ai vu qu'en sortie, vous utilisez BERT. Est-ce que le transformer, avec ses mécanismes d'attention qui quand même rappellent quand même un contexte assez fort? Oui, en fait, l'expérience qui vont venir, on a comparé plusieurs modèles, en fait, les modèles traditionnels et le modèle BERT. Donc, on a des stats qui montrent que, en fait, le BERT, il est mieux que ces modèles-là, mais il a toujours des biais et on a proposé des méthodes à les résoudre. Mais ça va venir prochainement dans les prochains slides. OK, merci. Je pense que Jean-Guy a une question. Il a levé la main, je pense. Oui. Qui et comment sont déterminées les catégories comme organisation, personnes, etc.? Oui, normalement, les gens qui créent le jeu de données, en fait, ils vont définir un schéma d'annotation, disons, en dépendant de la tâche, en fait. Disons ici pour ce truc de nouvelles qui était créé, disons, en 2003, donc c'était pour une tâche partagée et les gens ont décidé qu'on voulait juste concentrer sur ces 4 types qui sont les plus communs, en fait, personne, location, organisation. Mais quand les gens vont annoter un nouveau corpus, ça c'est vraiment c'est le besoin en quoi on doit utiliser ce corpus-là, par exemple, pour les applications médicales, les gens auront d'autres types d'entités comme des gènes, des protéines, des maladies, etc. Enfin, donc, c'est vraiment c'est la tâche finale qui décide. Alors, ils vont changer selon les domaines. Ouais. On présume, mais là, c'est une remarque commentaire, que ces catégories-là n'ont pas de biais.
Non, mais il pouvait être, donc, dans certains cas, comme une entité, elle apparaît. Non, les entités eux-mêmes, ils ne sont pas des biais, en fait, les personnes de location-relation, mais certaines entités pourraient être partagées entre différents types. Par exemple, le nom Paris, en fait, vous pouvez le trouver comme un nom de personne ou bien comme une ville, en fait. OK, merci. OK, d'autres questions? OK, je pense qu'on pourrait continuer. OK, donc d'abord, on a besoin, avant de mitiguer le bien, en fait, on a besoin de le mesurer, en fait. Donc, c'est tout d'abord, on doit construire un jeu de test pour être capable de mesurer à quel degré les modèles d'état de l'art sont biaisés. C'est pour cela on a défini 4 critères pour qu'un exemple soit considéré comme dans notre jeu de test. D'abord, les exemples doivent être des phrases naturelles qui contiennent des entités du monde réel. Autrement dit, on voulait vraiment des cas où on la rencontre dans la nature, en fait. C'est pour cela qu'on a décidé de choisir euh, Wikipédia comme notre source d'annotation. La deuxième critère, c'est que la segmentation ou bien la détection de la position d'entité ne devrait pas être comment dirais-je ça en anglais, un bottleneck pour cette tâche-là. En plus, l'épreuve à l'appui sur le type d'entité doit être limitée à un contexte local. Autrement dit, genre, si c'est l'entité ambiguë en question, le contexte devrait être tellement dans une fenêtre de 3 à 4 mots, c'est pas, disons, 10, 12 mots loin. En plus, on a décidé de restreindre uniquement aux 3 types d'entités les plus courants qui sont personnes, location et organisation. En fait. Donc, ceci permettra d'avoir un maximum, car la majorité de données, ils ont ces 3 types-là en commun. Donc, d'abord, on a décidé de ramasser des exemples des articles Wikipédia, car elles contiennent des pages de désimbolisation qui groupent des articles ambigus de différents types. Par exemple, dans la page de désimbolisation de Obama, en fait, vous trouvez un lien vers l'article de la personne, ce qui était le président, et en plus, un lien vers une autre entité qui a le même nom, en fait, mais c'est une île dans le Japon. En plus, Wikipédia elle est supportée par une base de données FreeBase, en fait, qui permet de mapper l'entité de chaque article. Chaque article a un type d'entité. Donc, d'après FreeBase, on sait que cet article-là, dans la page des ambiguïsations, c'est une personne. On sait que cet article-là, c'est une location. En fait, maintenant, juste un peu un exemple du processus de comment on va construire ces jeux de données avec notre processus automatique. Donc, ici, dans cette phrase-là, en fait, on a une phrase qui était extraite de l'article du Kinney Bromwich. Donc, d'abord, donc on a allé à la page de désambiguïsation de cette entité-là. Donc, le mot requête, en fait, de l'article, c'est Bromwich, en fait. Et après ça, le type FreeBase nous indique que l'article Kinney Bromwich, en fait, c'est une personne. On prend toutes les phrases de cet article-là, on passe un système de reconnaissance des entités nommées qui a identifié que Bromwich, c'est une entité qui existe dans ce corpus-là. Après ça, ce système-là, en fait, nous permettra, en fait, si on a fait l'hypothèse que si l'article, en fait, si l'entité dans cet article-là, en fait, elle match exactement la requête ici, donc on va assigner directement le type FreeBase à cette entité-là. Et de l'autre côté, on va utiliser un système, on s'appelle ça le système contextuel, en fait. Et ce système-là va nous permettre de trouver le tag de cette entité-là en utilisant seulement le concept.
Celui-ci, je le présenterai dans le slide suivant. Mais en général, une entité est choisie d'être dans notre jeu de test si le système standard a une mauvaise prédiction avec une autre probabilité. Par exemple, ici, notre système qui a identifié cette entité-là, il a prédit que c'est une organisation avec une confiance de 97%. Et si le système contextuel, il a prédit correctement l'entité comme personne avec un gros écart avec le deuxième cas. Donc, ceci va indiquer que cette entité-là, en fait, elle est ambiguë pour le système avec un contexte local. Donc, notre système de, comment dirais ça, ce qu'on appelle le context only tagger, en fait, il est construit de telle manière. D'abord, on a tourné un système typique NER, en fait, c'était le système du Stanford sur Wikipédia en entier. On a remplacé les entités par leur type. Donc, si le modèle identifié Obama, en fait, disons, on l'a remplacé par son type qui était personne. On a entraîné un modèle de langue back-off sur ce corpus-là. Après ça, si on a une phrase de test comme celle-ci, qu'est-ce qu'on va faire au début? C'est de remplacer l'entité, en fait, par un inconnu. Après ça, tester les 3 entités qu'on a. Calculer le score de perplexité du modèle de langue. Après ça, normaliser ça pour obtenir une distribution probabiliste sur les 3 types. Donc, ceci nous permettra de taguer une position spécifique en utilisant seulement le contexte, pas le mot d'entité elle-même. Excusez-moi, Abbas, Oui. pourrais-tu, au cours de ta présentation, donner quelques définitions sur les généralités en NLP? Par exemple, perplexité, modèle de langue. Ah, OK. Donc, les étudiants ici, ce n'est pas tout le monde qui est spécialisé en NLP et même en informatique. OK, je vois. Donc, ouais, donc un modèle de langue, normalement, dans le NLP, c'est un modèle qui permet de mesurer, disons, étant donné une phrase, en fait, c'est combien c'est à quel degré que cette phrase-là, en fait, disons, elle suit une distribution qui apparaît dans un corpus. Par exemple, si on entraîne un modèle de langue qui, normalement, il est entraîné pour prédire le prochain mot, donc, ça nous permet, et on passe une phrase, disons, on entraîne sur un ensemble de Wikipédia, après ça, on passe une phrase à ce modèle de langue, il va nous donner un score. Si le score est 0, ça veut dire que cette phrase-là, elle vient de la même distribution ou bien la même nature du corpus qui a été entraîné sur. Autrement dit, une autre manière que ce modèle de langue a trouvé que cette phrase-là, elle est naturelle. Mais si la perplexité de cette phrase-là, elle est très haute, ça veut dire que notre modèle de langue a trouvé que cette phrase-là, elle n'est pas naturelle, en fait, ou elle ne vient pas du même corpus, du même domaine, en fait, qu'il a été entraîné sur, en fait. Et nous, on utilise un peu cette propriété de ce modèle de langue, en fait, pour être capable d'obtenir des scores, en fait, comment dirais-je ça, en fait, pour l'entité son contexte, dans le sens où, imaginez que le modèle, il était entraîné toujours sur des phrases comme « location is located in » genre le reste de la phrase. Et l'idée que si on remplace cette position-là par « loc », on calcule les perplexités, on les normalise, ça nous permet de dire que naturellement, ici, le loc, ça se devrait fitter ici, c'est pas org, c'est pas per. Donc, je ne sais pas ce que j'ai mis ça clair un peu ou… Oui, je pense, oui. Donc, la perplexité, c'est la mesure de la qualité du modèle de langue, oui. Oui, la qualité ou c'est à quel degré le modèle de langue voit que cette phrase-là, elle est, disons, elle est bien naturelle. Ouais. Voilà, bien faite, fluide. Merci. Ouais. Donc, avec ce processus-là, on a ramassé avec notre processus semi-automatique presque 5000 phrases d'entités dites ambiguës. Donc, notre jeu de test, on va l'appeler NRB, ça contient des phrases comme Gonzales is a small city,
in Louisiana. Donc, c'était pris de l'article Gonzalez et Louisiana. Ça va continuer aux phrases comme Obama, donc c'est une île notamment dans le Japon. Madrid won her first campaign, donc c'est Patricia et Madrid en fait. Donc, ça nous permet de ramasser des phrases comme ça où on était capable d'identifier ces entités ambiguës. Et on utilisera ce jeu de test-là pour évaluer les modèles en fait existants. Et de l'autre côté, on a utilisé un peu le même processus semi-automatique pour ramasser un autre jeu de test qu'on l'appelait WDS. En fait, c'est juste comme témoin. Et ce jeu de test contient des entités qui sont déjà en NRB, mais faciles à étiqueter. Par exemple, si le NRB il contient Gonzalez la ville, en fait, ce WTS va contenir Gonzalez la personne. Pareil, si l'autre contient Obama la ville, Obama l'île, donc ce WTS va contenir le Obama la personne. Et un modèle qui a des mauvaises prédictions sur WTS, par exemple le modèle qui n'arrive pas à détecter que Obama c'est une personne, ceci va indiquer que l'écart de domaine entre NRB, qui est Wikipédia, et le domaine des données que le modèle a été entraîné sur, ça veut dire que le NRB, en fait, il n'est pas un bon corpus, en fait, pour mesurer un peu ce biais spécifique-là. Donc, normalement, les modèles doivent faire bien sur WTS pour être capables d'être évalués sur NRB. OK. Pour les modèles état de l'art qu'on a décidé d'évaluer, en fait, on a choisi 5 systèmes. En fait, 2, ce sont des modèles de l'approche feature-based. Donc, un modèle qui utilise les embeddings contextuels et flair avec un LSTM. Un autre modèle qui utilise les traits contextuels allemands avec un LSTM. Et un troisième modèle qui utilise BERT comme juste des traits avec un encodeur LSTM. Et en plus, nous expérimentons avec 2 autres modèles comme BERT Base et BERT Large, en fait, qui suit l'approche fine-tune. On va utiliser les ontonautes et les quenelles, en fait, comme deux jeux de données, en fait, pour entraîner et évaluer. Donc, ici, dans ce tableau-là, vous voyez les résultats quand on entraîne les 5 modèles sur les données d'entraînement de quenelles et ontonautes. Après ça, ici, on va les évaluer sur leur dev et leur test, en fait. Oui, une question. Oui, là, je vois que dans les modèles que vous utilisez, il y a BERT, mais est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle on n'utilise pas le décodeur, c'est-à-dire le transformer dans son intégralité, ou parce que vous ne m'avez pas non plus parlé de phénomènes d'attention qui, justement, font partie de BERT ou du transformer selon l'usage que vous en faites? Oui, en fait, le BERT dans lui-même, en fait, il utilise l'attention. Et quand on prend, donc, disons, ce BERT base, il est 12 couches. Et chacune de ces couches-là, elle a d'attention, en fait. Et ce qu'on fait à la fin, c'est que la représentation générée par ce BERT base, on va la décoder rapidement on va la décoder directement avec un softmax ou un CRF, en fait. Donc, il n'y aura pas un décodeur qui est un nouveau décodeur différent de BERT. On a utilisé la même approche pour le nerf qui était défini par le papier original de BERT, en fait. Mais on aura une analyse un peu sur l'attention de BERT, en fait, dans les prochaines slides, en fait. Okay, mais la partie décodeur, donc vous utilisez un autre mécanisme pour la partie décodeur? Ici, il y a juste un CRF, en fait, au-dessus de BERT, en fait, genre au-dessus de sortie de BERT, en fait, de BERT, on a un CRF, en fait, qui va décoder les tags. OK. Est-ce qu'il y a une comparaison à un moment donné avec, disons, l'usage du CRM versus l'usage du transformer? C'est juste comprendre
le choix de BERT versus le transformer dans le projet? Oui. En fait, ici, le BERT est déjà un transformer, mais si ça ta question est comme est-ce qu'on a un décodeur transformer qui est indépendant du BERT, la réponse est non, en fait, car normalement, les gens utilisent seulement le encodeur de BERT, ils décodent directement la sortie. Il y avait des travaux récents qui essayent d'avoir un décodeur séparé de décoder les entités eux-mêmes, mais dans ce travail-là, on a juste pris l'approche de base de BERT, en fait. Mais OK. on aura une analyse d'attention, en fait, dans les suivants slides. OK, parfait, merci. OK, donc on revient à notre tableau, en fait. Donc ici, on a les performances du dev et du test du Conel. On a les performances sur notre NRB. On a les performances ici sur NRB et WTS. Ce sont plus les accuracy, en fait. Donc, si notre jeu de données contient 5000 phrases, si le modèle était pour une phrase quelconque, il était capable de détecter le bon type d'entité, reçoit 1, autrement 0. Et c'est la même chose pour NRB et WTS. Et c'est pareil, en fait, pour les jeux de données entonnotes. Donc ici, d'abord, on voit que les systèmes Flair LSTM et le système BERT large, ce sont les modèles qui performent le mieux sur les jeux de données de dev et du test de Conel et Antonote respectivement. Donc, vous voyez ici le Flair LSTM, il a le plus haut score ici et le BERT large, il a le meilleur score sur Antonote. En plus, vous voyez qu'en général, le maximum sur une domaine, en fait, le maximum gap entre le meilleur et le modèle le plus pire, c'est au maximum comme 2 points. Donc, il n'y a pas un grand écart quand on évalue une domaine. Donc, on va penser que oui, tout va bien, en fait. Mais dans l'autre côté, si on compare les systèmes feature-based, en fait, on va voir qu'ils performent mal sur NRB en comparant avec les systèmes BERT Fine-Tune. Par exemple, vous voyez ici que les systèmes qui sont basés sur des modèles contextuels plus LSTM, en fait, ils ont une performance maximum de 38% sur ce NRB-là. S'ils sont entraînés sur Conel, 43% s'ils sont entraînés sur Antonote. Mais les modèles BERT, à la fin, ils ont une performance qui est plus haute que ça. En fait, genre un gap de 32% entre le BERT à l'STM, ce qui est le meilleur modèle en NRB, et avec le BERT-based, BERT large, en fait. Donc ici, vous voyez 75% comparant avec 38 et 43. En plus, on a regardé les scores WTS. On voit que les scores WTS sont tellement élevés, en fait, presque parfaits, en fait, pour tous les systèmes, sur Antonote et sur Conel. Donc, ces scores élevés indiquent que les erreurs commises sur NRB, ils ne sont pas des erreurs de segmentation ni de changement de domaine. En plus, on observe que c'est quelque chose qui est intéressant qu'on a trouvé, que de doubler la capacité de modèle en allant de BERT-based à BERT large, ou bien donc ajouter 4 fois plus de données en entraînant de Conel à Antonote, ça n'améliore pas vraiment les performances sur NRB, en fait. Donc, c'est toujours proche du 75, en fait, et ceci indique que le biais n'est pas ni un problème des données, donc ce n'est pas une question d'entraîner le modèle sur plus et plus de données, ni une question de capacité du modèle. Excuse-moi, Abbas, Ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée sur les différences entre les modèles de langue Flair et le mot BERT? Et d'après toi, bon, on voit des statistiques, des chiffres qui montent, qui descendent, mais d'après toi, pourquoi ces différences-là? C'est dû à quoi? En général, on fait une analyse des erreurs pour découvrir. En fait, donc ces flares-là, ce sont des embeddings contextuels qui étaient générés d'après des caractères de mots. Donc, ce sont des modèles de langue au niveau de caractères. Okay. Ces mots-là, c'était un mélange ce sont des modèles
embeddings contextuels au niveau des mots. Les embeddings BERT, en fait, ce sont les embeddings générés par BERT. D'accord. Et l'entraînement a été fait sur la même quantité de données en Oui, général? oui, donc l'entraînement sur la donnée NER, en fait, c'est fait sur les données d'entraînement de Cornell et Antonov. Non, non, je parle de l'entraînement du modèle de l'entraînement des non, ils sont différents, en fait. Donc, les données d'entraînement de ceux-ci, ils sont plus petits que celles-ci. BERT, il est entraîné sur plus de données. Ici, une des intuitions qu'on a vu que BERT à l'STM marche mieux que les autres, c'est parce que le BERT, il est entraîné sur Wikipédia et le domaine de NRB, c'était Wikipédia. Ces éléments-là, c'était entraîné sur un corpus qui s'appelle 1 Billion Sentence Corpus. Donc, c'est un peu le domaine de pré-entraînement des embedding BERT. C'est pour cela que ça se marche un peu mieux sur NRB comparant avec les autres. OK. Ouais. OK, parfait, merci. D'autres questions? Je continue. OK, on continue. Donc, notre analyse qui indique que la tâche de pré-entraînement de BERT, en fait, c'est la tâche du Masked Language Modeling, qui est le facteur clé derrière la supériorité des approches fine-tuning de NRB. Donc, comme vous voyez ici dans la figure, durant la phase de pré-entraînement de BERT, le modèle, il doit s'appuyer seulement en fait sur le contexte pour prédire le mot masqué. Donc, un exemple de pré-entraînement, ce sera qu'on masque, disons, ce mot-là qui est le in au milieu. Et après ça, le modèle, d'après son contexte, il doit prédire c'était quoi le mot masqué. Et en fait, c'est exactement ce qu'un modèle devrait faire en fait pour prédire correctement le type NRB. Donc, particulièrement sur le jeu de données NRB, en fait, le modèle doit ignorer le mot lui-même et il doit utiliser seulement le contexte pour prédire le type. Et ici, vous pouvez voir comment le mécanisme de pré-entraînement il est similaire au mécanisme qui devrait être suivi en fait pour prédire le contexte du mot. Je m'excuse, le type d'entité en fait. Donc, néanmoins, en fait, les meilleurs modèles rapportent un score de 75% sur NRB, ce qui montre que même les modèles BERT, en fait, pré-entraînés, en fait, sont partiellement biaisés et ils ne peuvent pas capturer l'information contextuelle comme il faut. C'est pour cela qu'on va proposer plusieurs procédures d'entraînement afin d'améliorer la conscience contextuelle des modèles, en fait, BERT et les modèles classiques en plus. Donc, première méthode qu'on propose, on va l'appeler MASK. Dans cette méthode-là, en fait, on va créer de nouveaux données d'entraînement en remplaçant toutes les entités en fait qui ont contexte, autrement dit, genre précédé ou procédé par trois non-entités par un token spécial masque. Donc, ici, disons, étant donné cette phrase-là dans les données d'entraînement, John was born in New York, donc on va ajouter cette phrase-là, en fait. Donc, celle-ci, elle va rester, mais celle-ci, elle sera juste ajoutée au jeu de données d'entraînement. Ici, l'intuition est de forcer les modèles à apprendre du contexte seulement. Donc, autant que l'entité est masquée, en fait, donc le modèle il sera obligé à cette manière-là, en fait, d'utiliser le contexte pour prédire cette entité-là. OK, la deuxième méthode, on l'appelle freeze. Donc, dans cette méthode-là, on va plus ou moins geler les embeddings du BERT, en fait. Cette méthode-là, elle est spécifique à l'approche fine-tuning de BERT. On va geler les embeddings et les paramètres des premières 6 couches de BERT. Ici, l'intuition, c'est de conserver une partie du mécanisme du prédiction par contexte que le BERT a acquis durant la phase de pré-entraînement, car on sait déjà que BERT, comme on a parlé en avant, que BERT, il était pré-entraîné sur une tâche similaire. Donc, l'idée, c'est que si on gèle les paramètres, donc il va garder son même mécanisme de prédiction, en fait, ce qui pourrait améliorer la performance sur NRB. Donc, notre troisième méthode est notre
méthode principale, on l'appelle ADV, en fait, c'est adversarial. Donc, c'est plus ou moins un algorithme d'apprentissage contradictoire qui va rendre la représentation des mots donc, à l'entrée, en fait, moins fiable pour le modèle. Et le but, c'est de l'obliger à la fin de considérer le contexte. Ici, la figure, elle illustre notre méthode appliquée sur la phrase qui est « John est né à New York ». Donc, imaginons que nous, on sait que dans cette phrase-là, en fait, l'entité New York, donc le mot New York lui-même, il contient un gros billet vers la location, en fait. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est de générer un type dit bruté. Donc, si le type gold, en fait, de l'entité New York, il est location, donc on va générer un autre type aléatoire qui sera, par exemple, personne. Donc, pour cette entité-là. Donc, ça, c'est de notre noisy tag, en fait, on va l'appeler comme ça. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va ajouter un embedding qui est appris durant l'entraînement, en fait, qui va indiquer une transition entre le tag qui est clean vers le tag qui est, on dit, noisy, en fait. Et on va l'ajouter à la représentation de cette entité-là. Donc, ce vecteur-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir un pattern de personnes. En l'ajoutant à cette entité-là, en fait, et en passant vers le encodeur, et ça va nous donner cette représentation qui est ici rectangle haché ambigu, en fait, car elle va contenir plus ou moins une représentation de personne mixée avec une location. Donc, le modèle ici, la seule manière qu'il soit capable de prédire ce truc, donc le type le vrai type, en fait, c'est que le modèle était forcé, en fait, d'utiliser le contexte, disons, was born in, pour être capable de récupérer le pattern location qui était au début. Car maintenant, il ne peut pas utiliser l'information, comment dirais-je ça, en fait, des entités eux-mêmes, car il sait que c'est ambigu, en fait. Et en faisant le fine-tuning comme ça et en entraînant les embeddings du côté ici, les carreaux hachés, en fait, avec le noisy tag ici, on va les entraîner séparément du modèle. Et donc, on aura presque le modèle principal et un mini-modèle, en fait, qui sont ces deux-là, qui vont jouer l'un contre l'autre. Donc, ce modèle-là, il va essayer de rendre seulement les types d'entités, en fait, ici, comme bruté. Et l'autre modèle, le modèle principal, va essayer d'utiliser le contexte pour prédire le bon tag, en fait. Donc, c'est un peu ça l'intuition, en fait, derrière notre méthode. Pas de questions, je continue? Je pense que oui. OK, et le tableau ici, il montre les performances du modèle Bird Large, en fait, qui était notre meilleur modèle dans la phase dans la première phase, quand on a mesuré les performances du modèle. On va ajouter notre méthode l'une après l'autre, mask, freeze, la méthode ADV. Et après ça, on va combiner les méthodes ensemble et enfin, on va combiner les trois méthodes ensemble. Et ici, on voit les performances comme toujours sur seulement le test de Connell, sur NRB et le WDS. En plus sur Connell et Antonov. Donc, d'abord, on observe que juste une minute, ouais, c'est ça. On observe que toute notre méthode, il améliore la performance d'une manière significative sur le jeu de données NRB. Donc, on voit ici d'abord que la méthode ADV, elle améliore la performance le plus, genre en comparant avec les deux autres méthodes. Mais à la fin, combiner les trois méthodes ensemble, ça nous permet d'avoir un 13% presque d'amélioration en fait sur le NRB au complet. En plus, on voit que la performance sur le test du domaine, en fait, ça n'a pas vraiment, il n'y a pas vraiment une variation significative en fait sur les performances sur le test, ni sur les performances sur le WTS. Donc, autrement dit, notre méthode
cause pas de mal, en fait, sur l'évaluation in-domain, en fait, mais en même temps, elle améliore la performance sur ce out-of-domain-là qui est NRB, en fait, sur ce biais spécifiquement. On a testé notre méthode sur les approches classiques avec LSTM. On a choisi le modèle ELMO-LSTM. Et ici, on a des observations similaires à celles-ci qui étaient obtenues dans le slide dernier, en fait. Donc, ajouter notre méthode masque ADV, en fait, permettre d'améliorer les performances, sachant qu'ajouter les deux ensemble, en fait, permet en plus de pousser bien les performances avec une échelle de 14% et 12% sur les jeux de données Cornell et Ontonaut respectivement. Et en plus, on voit qu'aucun changement significatif sur les jeux de données du domaine du test ni sur WTS. En plus, on a évalué notre méthode en fait sur une version permutée des benchmarks standards. Et ici, c'était plus de voir, de montrer que notre méthode, c'était pas construit en top de NRB, mais marche de manière générale, en fait, sur ce biais-là. Donc, ce qu'on a fait, disons, si le jeu de dev ou de test du Cornell contient la phrase suivante, en fait, comme j'en ai né à Montréal ou à une compagnie, donc une version permutée de ce jeu dev, ça sera de switcher en fait les entités, en fait, les noms d'entités, de les permuter de manière aléatoire, mais en gardant les mêmes types. Autrement dit, on va mettre le jaune ici, mais le type de jaune va rester toujours en organisation. Montréal ici va être considéré comme une personne. Donc, presque ici, on construit un jeu de données artificiel en se comparant avec NRB. Les modèles, il est toujours entraîné sur les mêmes données originaux. Donc, ici, on évalue le BERT large, en fait, sur ces jeux de dev et tests permutés en ajoutant notre méthode. Donc, d'abord, on observe que les performances baissent d'une manière significative sur ces jeux de données-là, car il est tellement bruté et tellement challenging comparant avec NRB. Oui, Fatiha, vous voulez dire quelque chose? Oui. Pour permuter les mots comme ça, c'est quoi les règles que vous avez établies? Exemple, combien de phrases vous prenez en considération, comme ici, je vois apparemment 2 phrases, pour permuter entre les entités nommées de différentes catégories? Oui, non, on fait ça sur l'ensemble, sur tout le dev et tout le test. Donc, disons, si on a 3 types d'entités, personne, location, personne, personne, location, organisation. Donc, les 2 types, donc on va les switcher en fait dans le sens où il n'y aura pas la même entité qui va garder la même place en fait. Donc, tous les noms de personnes vont être changés par, disons, organisation et location. D'accord. Donc, vous allez observer les entités nommées, différentes entités nommées, si elles se succèdent et vous permutez les places. Oui, donc, dans le sens où ça ne va pas rester une position d'entité qu'elle va garder son même type, en fait. Donc, par exemple, ici, pour tout ce qui est personne dans le corpus, il va être remplacé par un nom d'entité qui est ou bien location ou bien organisation. Oui. Puis une autre question, là, quand on fait des évaluations dans le domaine reconnaissance des entités nommées, ou la tâche, ce n'est pas un domaine, c'est une tâche, en général, on fait des évaluations sur chaque catégorie. Nom propre, location, organisation, des fois plus. Others, par exemple, autres. Après, on fait sur le tout. Pour voir l'effet de la méthode sur chaque catégorie d'entités nommées, après sur le tout. Donc, vous, apparemment, vous avez fait sur le tout directement. Oui, sur le tout, oui. Avec les mêmes, pour être comparable avec les papiers, on a fait sur le tout. Et en plus, donc on a juste rapporté le score final pour être cohérent avec ce qui existe dans la littérature. Et car je pense que c'était les gens, maintenant, ils traitent les tâches entités nommées comme n'importe quelle tâche, donc ils ne font pas plus cette étude vraiment spécifique par classe, en fait. C'est un peu dommage, en fait, que les gens ils rapportent les chiffres comme ça, juste un chiffre final, en fait, mais on n'a pas mesuré vraiment pour cette classe.
ils suivent ça avec une analyse des erreurs pour savoir c'est quoi le problème pour cette méthode, pour telle catégorie, etc. Donc là, le tableau qui a été présenté avant, je pense l'acétate d'avant, là, l'analyse des erreurs n'a pas été faite pour savoir est-ce que la méthode hybride, pourquoi pour ces données-là, c'est elle qui a été meilleure pour ces données-là. Donc, il n'y a pas eu d'analyse des erreurs? Non, pour l'instant, on n'a pas fait d'analyse d'erreur, en fait, de qu'est-ce qu'on a amélioré, en fait, mais ça devrait être, je pense, uniforme dans le sens où pour les trois types d'entités, normalement, ça devrait s'améliorer d'une manière. Donc, je ne pense pas que, disons, les noms de personnes, c'est mieux détecté que les noms d'organisation, mais comme non, je n'ai pas fait cette analyse-là, en fait, par type, en fait, ou bien qu'est-ce qui a amélioré vraiment, on a concentré plus sur l'évaluation des mécanismes du modèle, en fait. Et par exemple, cette analyse-là, c'était faite pour comparer avec un papier qui propose utiliser un tel jeu de données, en fait, pour résoudre la tâche, en fait. OK, parfait. Merci. Donc, on a observé que sur ces jeux de données permettaient, en fait, donc, notre méthode, en fait, permettrait d'améliorer, en fait, même sur ce type de jeu de données, en fait, la qualité de rendre le modèle moins biaisé. En plus, on a fait une analyse, en fait, sur le mécanisme du BERT, en fait. Donc, on a exploité la carte d'attention de BERT, en fait, pour mieux comprendre comment notre méthode encourage le contexte. Donc, dans cette analyse-là, étant donné un exemple de NRB, disons cette phrase-là, en fait, et on va d'abord, donc un modèle, il est considéré biaisé si, disons, l'attention pour l'entité ici, l'ambigu, en fait, l'entité ambiguë, elle est très haute sur le mot lui-même. Un modèle non biaisé, comme vous voyez dans la partie droite de l'image, en fait, ce sera que si l'attention il est distribuée entre le nom et le contexte. Donc ici, si le modèle, par exemple, il a un gros poids sur le contexte, donc on va considérer que le modèle, donc le poids d'attention, il regarde le contexte, et pas juste le mot lui-même comme cette figure-là, en fait. Donc, les poids d'attention du modèle non biaisé devraient être plus distribués sur le contexte et l'entité de mot, en fait, comme la figure ici, ça se montre. Donc, ici, dans cette analyse, on a fait cette analyse-là avec le modèle BERT large. Ce modèle-là, il contient 24 couches, comme vous voyez sur l'axe des X. Et en plus, dans chaque couche, on a 16 têtes d'attention. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est qu'on a calculé le nombre moyen des têtes d'attention qui pointent vers l'entité, vers la mention de l'entité elle-même. Donc, autrement dit, genre, si on prend cet exemple-là, en fait, si on trouve que l'attention pour cette entité-là, maximum, elle est sur le mot lui-même, on va compter 1 point. Si c'est le cas ici, en fait, on va compter 0. Et sachant que le BERT a 16 têtes, donc ça nous permettra de calculer à chaque couche combien de nombre de fois le modèle, combien de nombre de têtes, en fait, dont le modèle il regarde l'entité elle-même au maximum. Par exemple, la valeur ici va indiquer qu'à la couche 13, on a presque 7 têtes qui regardent principalement le nom-entité lui-même. Donc, on a observé que, en général, que nos méthodes conduisent à moins de têtes dans les couches supérieures ici. Donc, ici, d'abord, vous voyez que la ligne verte, c'est le BERT large. La ligne bleue, c'est en ajoutant notre méthode ADV à ce baseline-là. Et la ligne rouge, c'est quand on ajoute toutes les méthodes. Donc, d'abord, dans les couches, disons, du 0 à 15, en fait, on a peu de têtes qui regardent l'entité elle-même. Et une analyse de ça, c'est que dans les papiers précédents, ils ont vu que les couches de BERT qui sont à bas niveau, en fait,
il regarde souvent des informations syntaxiques ou des informations sur la structure des phrases. C'est pour cela qu'on a peu de mots qui concentrent sur, comment dirais-je ça, en fait, l'entité du mot lui-même. Mais quand on s'approche de la couche finale, on voit que ça se devient plus dédié à la tâche qu'on va essayer de résoudre et le modèle, il regarde plus, comment dirais-je ça, en fait, l'attention, l'information du monde entité, en fait, qu'il essaie de prédire. Par exemple, le modèle BERT Baseline, donc à la dernière couche, il a 16 sur 16 têtes qui regardent l'entité elle-même. Mais comme vous voyez ici, en ajoutant notre méthode ADV, donc on a en moyenne moins de têtes qui regardent l'entité de moi elle-même. En ajoutant les 3 méthodes ensemble, on a plus ou moins de têtes qui regardent l'entité elle-même. Ça veut dire qu'ils regardent plus, comment dirais-je ça en fait, ils regardent plus les mots de contexte. Donc, par exemple, ici, à la dernière couche, on a seulement 12 têtes comparant avec 16 qui regardent l'entité elle-même. Ici, on a même 10 têtes comparant avec 12 en ajoutant les 3 méthodes. Ceci indique que le modèle se concentre plus sur l'information contextuelle. Est-ce que c'est clair la figure ou je continue? Question? OK. En plus, on a mené une expérience dont les modèles sont entraînés sur des sous-ensembles de données d'entraînement, sur des échantillons aléatoires de 100, 500, 1000 et 2000 phrases. Et à la fin, on entraînait sur toutes les phrases en entier. Et après ça, on a observé que le baseline, en fait, en se comparant quand on ajoute notre méthode, donc il n'y a pas, donc les performances, ils baissent, ce qui est normal quand on a moins de données d'entraînement. Mais notre méthode, toujours, il performe mieux sur NRB en comparant avec utiliser le baseline tout seul. Enfin, on a fait une expérience pour faire une analyse multilingue sur 7 différentes langues. Donc, on a considéré l'allemand, l'espagnol, le néerlandais, le finnois, le danois, le croate et la langue africaine pour un peu voir est-ce que ces biais, c'est juste pour l'anglais ou c'est, disons, ça apparaît dans différentes langues. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramassé des données d'entraînement dans le domaine de train dev test qui sont le même style du kernel anglais pour chaque langue. On a fait une méthode pour obtenir un NRB en fait pour chacune de ces langues-là. Donc, ce qu'on a fait d'abord, c'est de traduire le NRB anglais vers la langue cible avec un service en ligne. On a refait le back translation vers l'anglais. On a gardé seulement les phrases dont le bleu score entre le back translation et la phrase originale anglais, elle est plus haut que 0.65 pour juste une seuil pour garder la qualité de ce NRB-là. Et pour les modèles, on a utilisé des modèles BERT-based unilingues, donc des modèles BERT-based, disons, allemand et espagnol pour chaque langue. On n'a pas utilisé le modèle BERT, comment dire ça, en fait, le multilingual BERT. C'est vraiment des modèles BERT dédiés à chaque langue. Est-ce que je peux poser une question, Abbas? Oui. Alors, le traducteur automatique, c'était quoi? DeepL? Non, on a utilisé le Google Translate. Google Translate. Et est-ce que vous vous êtes assuré que les entités nommées ont été bien traduites? Parce que ça fait partie des OOV qu'on ne peut pas traduire. Oui, normalement, ce qu'il fait lui, c'est qu'il copie l'entité elle-même si elle est, comment dirais-je ça, en fait, si elle est traduite. Et en plus, on a fait un peu un mécanisme pour filtrer des phrases qui sont débrutées. À part du bleu score, en fait, disons si l'entité elle est splittée ou quoi que ce soit, en fait. Donc, on a un peu des processus internes pour un peu monitorer la qualité, en fait, de ces traductions-là. D'accord. Mais pourquoi le choix de traduire un jeu de données? Pourquoi ne pas prendre des jeux de données dans les langues si ça existe Oui, normalement, on a essayé d'abord de faire ça. Et en fait, ce qui a poussé vers cette analyse-là, c'est qu'on a envoyé le papier à Tackle, en fait.
et c'était accepté, mais une des relecteurs, elle a dit non, je refuse. Je pense que c'est cette dame-là de l'Université de Washington, en fait, elle est très spécifique, elle est vraiment spécifique sur les langues. Elle a dit non, vous devrez faire une expérience sur les autres langues. Donc, on était coincé avec le temps, avec 1 mois et demi. On a essayé de générer un RP pour la langue, donc le même processus, Wikipédia, filtrage, ainsi de suite. Mais ça n'a pas marché vraiment. Ça a besoin pas mal d'autres tricks pour que ça marche sur ces langues-là. Donc, on a décidé d'aller avec la traduction, en fait, comme un choix qui est un peu comme on a le trade-off entre le temps qu'on a et plus les résultats qu'on devrait produire. Mais il y a des jeux de données en NER pour d'autres langues, hein, comme le Oui, français. oui, c'est pour cela qu'on a utilisé pour l'entraînement in-domain, en fait, le dev et le test. Donc, on a vraiment des données NER pour toutes ces langues-là, en fait. Mais pour le NRB, on a décidé, on devrait construire un NRB pour chacune de ces langues-là, en fait. Ce qui n'était pas une tâche facile à faire pendant les 3 semaines qu'on avait, en fait. Ok, parfait, merci. Oui. Mais oui, donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a répliqué notre expérience d'anglais sur les 7 langues qu'on a. Donc, vous voyez ici, pour chaque langue, les performances sur le test, le NRB, le WTC. Et ici, avec le Bird-Base, en ajoutant notre méthode, en fait, ADV et les 3 méthodes. Donc, pour un peu résumer, en fait, genre, les observations sont similaires à ceux obtenus sur l'anglais. Donc, d'abord, les modèles tout seuls, ils performent mal sur NRB, mais en ajoutant notre méthode, ça permet d'améliorer le score, en fait, sur ce NRB-là. En plus, on a peu de drops de performance sur les tests et le WTC, en fait, pour les autres langues. Mais le truc qui est un peu différent ici, que le gain sur NRP, il n'est pas, en se comparant avec disons, la même quantité que l'anglais, en fait. Donc, ici, on voit juste un gain, disons, de 5%. Ici, on voit 10, ici, on voit 7. Donc, ça change d'une langue à une autre. Donc, ça fait partie que notre jet de données, en fait, NRB ici, ils ne sont pas clean quand on se compare en anglais, mais en plus, il y a le fait que chaque langue, en fait, elle a des caractéristiques et peut-être le NRB, il n'est pas si sévère dans quelques langues en se comparant avec d'autres, en fait. Mais, ouais. Mais ce sont des trucs à étudier dans les travaux futurs. Mais pour conclure ce travail-là, en fait, donc d'abord, on a construit un nouveau benchmark, en fait, pour mesurer le biais de régularité des mots, en fait, pour le NER. On avait proposé des méthodes pour améliorer la capacité contextuelle des modèles existants. Donc, ce jeu de données NRB, il est dispo gratuitement. On l'a mis sur le site Rally, donc vous pouvez le télécharger, l'utiliser, évaluer votre modèle sur ce jeu de données-là. Dans les travaux futurs, on voulait étudier, donc un peu élargir les expériences multilingues, en fait, à une plus grande échelle, en fait, avoir des données multilingues NRB qui sont plus clean que celles qu'on a générées, en fait, et en plus étudier le biais sur des familles de langues de différents morphologiques, en fait. En plus, enfin, on voulait mesurer les biais des modèles NER récents. Donc, il y avait différents modèles qui sont sortis, des modèles qui s'appellent span-based, donc des modèles basés sur le encoder-decoder, donc différents modèles qui ont sorti dans les dernières 2 ans, en fait. On voulait mesurer est-ce que ces modèles-là, ils ont un biais comme les modèles précédents qu'on a mesurés. Donc, ceci va conclure ma présentation et merci pour vous de m'écouter, en fait. Et si vous avez d'autres questions, je serai plus content de les répondre. Ben voilà, donc merci beaucoup Abbas. Je te souhaite une bonne continuation dans tes recherches. Merci. De bonnes publications. Merci et beaucoup. donc, même chose pour tous les étudiants. Et donc, bonne fin de journée et bonne fin de semaine à tous. Merci à vous. Merci.